Maintenant, je voulais te poser une question rapidement pendant que tu parles à ces institutions. Est-ce que quelqu'un parle du cycle de 4 ans? Est-ce que tu parles du cycle de 4 ans avec eux? Est-ce qu'ils parlent du cycle de 4 ans? Ces institutions ne savent pas ce qu'est le cycle de 4 ans. C'est, c'est un truc de crypto. Ça veut dire que tu as passé trop de temps en ligne. Ce n'est pas normal. Les gens ne parlent pas du cycle de 4 ans. Les particuliers en parlent pour avoir un sujet, mais les grands acteurs institutionnels s'en moquent et disent simplement achète plus de Bitcoin. Ouais, s'ils sont là, de quoi tu parles? Non, c'est... Ce truc a pris de la valeur, donc je vais en acheter. D'accord. On dirait qu'on a Hassib dans le studio. Alors faisons-le entrer. Bonjour, bonjour, bienvenue. Hassib, ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer. Ça va? Je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de te parler. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de te parler. Maintenant, avant de passer à quelques questions, je voudrais juste te présenter. Tu es associé directeur chez Dragonfly Capital, un fonds de capital risque spécialisé dans la crypto. Avant cela, tu étais ingénieur logiciel chez Airbnb Coinbase et chez Earn.com, qui a été racheté par Coinbase, ainsi qu'un joueur professionnel de poker à haute mise. Ce qui est fascinant. Je veux commencer par là car c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors, regarde, être un joueur de poker professionnel à enjeu élevé, comment cela se traduit-il dans tout ce que tu fais actuellement dans le monde de la crypto? D'accord. Donc le poker est une école très intéressante parce qu'il t'apprend quelque chose qui finissent par devenir des compétences vraiment, vraiment importantes, peu importe ce que tu fais dans les affaires. L'une d'elles, c'est la gestion de tes émotions. Pour être un bon joueur de poker, tu dois être capable de traverser les hauts et les bas de la volatilité naturelle, de l'aléa des cartes. La plupart des gens n'ont pas ça. C'est en grande partie la raison pour laquelle la crypto, tu sais, quand je suis arrivé à plein temps dans la crypto en 2017, beaucoup de mes amis qui sont aussi arrivés dans ce domaine, c'était un secteur très en vogue à l'époque. La plupart d'entre eux ne sont pas restés. Et la raison pour laquelle la plupart des gens ne sont pas restés, c'est parce que cet univers est vraiment difficile à supporter émotionnellement. Donc tu sais, je crois que tu étais justement en train de regarder le graphique de Scash juste avant ça. Scash, c'était un trade notoirement brutal si tu le gardais pendant longtemps, parce qu'il y a eu une énorme traversée du désert que Scash et la plupart des autres crypto-monnaies axées sur la confidentialité ont connue. Ils connaissent récemment une renaissance, car de plus en plus de gens comprennent la valeur de la confidentialité, surtout à mesure que la crypto devient davantage dominée par les institutionnels et de plus en plus réglementée. Cela laisse plus de place à Scash. Beaucoup de situations similaires existent en crypto, sans même évoquer les faillites bancaires, les affaires FTX et tous les hauts et les bas que l'industrie a dû traverser. Traverser tout cela, rester lucide et avancer dans la bonne direction demande une grande force émotionnelle. J'ai dû apprendre la résilience assez jeune en tant que joueur de poker professionnel. L'autre chose que je pense que l'on apprend, c'est que d'une certaine manière, vous savez, le poker, c'est intrinsèquement un métier subversif. Ta mère n'est pas fière de toi parce que tu es devenu joueur de poker professionnel. Tu sais, les gens avec qui tu es allé à l'école ne se disent pas waouh, quelle façon impressionnante de passer sa vie. Maintenant, ça peut être assez lucratif, mais c'est ce genre de. Tu sais, cette capacité à exploiter ses avantages étranges et non conventionnels, c'est la seule chose qui unit toutes les personnes qui sont devenues des joueurs de poker professionnels de très haut niveau. Ils étaient en tous prêts à faire quelque chose d'assez étrange avec leur vie et à ne pas vraiment écouter les figures d'autorité ou les modèles culturels pour se dire en fait, je peux gagner beaucoup d'argent en tant que joueur de poker professionnel. La crypto, c'est un peu pareil. Si tu restais assis à attendre que les autorités ou les figures d'autorité de la société te disent bon que la crypto, c'est bien et que c'est une activité valorisante pour ta carrière, eh bien tu serais entré dans la crypto en 2026 parce que c'est l'année où, tu sais, toutes ces institutions financières et, tu sais, il y a des décrets exécutifs et il y a des lois qui sont adoptées. La crypto est désormais très valorisée. Mais tu sais, quand la crypto était cette chose à contre-courant, étrange, le vilain petit canard du monde de la tech et de la finance, c'était vraiment à ce moment-là qu'il fallait être un early adopter et s'engager dans cet univers. Donc la crypto traverse cette période. Je veux dire, elle traverse en ce moment une période étrange où la crypto redevient ringarde. C'est un peu bizarre. C'est un peu comme si on vivait dans deux mondes différents en ce moment. Du côté institutionnel, la crypto est cool. Du côté des particuliers, la crypto n'est pas cool. Tu verras, tout fonctionne par cycle. À un moment, la crypto sera à nouveau tendance chez les particuliers, puis elle cessera de l'être chez les institutions. Ces choses changent avec les marées, non? Donc il y aura forcément un président démocrate en 2028, en 2032 ou plus tard, et sans doute un retour de bâton institutionnel contre la crypto, suivi d'un nouveau cycle chez les particuliers. Il y en a toujours. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui va animer, tu sais, les grandes masses et leur faire croire que je pense que c'est quelque chose de vraiment important et qui a beaucoup de sens d'un point de vue culturel, et que les gens vont soutenir. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel d'être contracyclique, et le poker t'en montre la valeur.
C'est vraiment intéressant parce que beaucoup de gens, cette discipline émotionnelle dont tu parles et cette tendance à aller à contre-courant dont tu parles, c'est vraiment comme ça qu'on peut réussir dans la crypto, parce qu'il faut être très souvent à contre-courant. Et tu verras que la plupart des gens arrivent et ils veulent seulement entrer quand tout va bien, tu vois. Ils veulent seulement acheter au sommet. Maintenant, tout le monde est d'accord. C'est une bonne chose. On aime tous ça maintenant. Les chiffres montent. Je plaisante souvent que dans la crypto, le plus important, c'est le chiffre qui monte, car c'est ce que beaucoup ressentent. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Tu travailles chez Dragonfly comme associé directeur et vu les personnes et sujets que tu côtoies, j'imagine bien ce qui s'y passe. Je voulais donc te poser cette question. Que se passe-t-il aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies qui paraît anodin, mais qui, avec du recul, pourrait révéler un changement plus large? Tu sais, chaque fin d'année, je fais toujours des prédictions pour l'année suivante. Et donc, à la fin de l'année dernière, j'ai publié ma liste de prédictions pour 2026. J'avais affirmé que les RWA atteindraient dans plus de 20% du volume total de la DeFi, alors qu'ils étaient à 1%. Aujourd'hui, ils ont dépassé les 20%. Maintenant, si vous regardez Hyperliquid, la moitié des volumes de Hyperliquid sont des échanges XY, quelque part entre 40 et 50%. Cela étant dit, je pense qu'en réalité, j'ai probablement sous-estimé à quelle vitesse cela allait se produire. Je dirais qu'à la fin de cette année, ce sera probablement bien plus que 20%, peut-être même plus de 40% du volume total sur la blockchain. Je pense qu'à terme, sur le long terme, il y aura plus de volume sur la blockchain pour les actifs non cryptographiques que pour les actifs cryptographiques. Et c'est là que l'on verra vraiment ce système devenir, en quelque sorte, le marché de tout. Aujourd'hui, nous venons d'annoncer notre investissement dans ce protocole DeFi appelé Variational. Variational est un protocole RFQ, au lieu d'être un DEX perp conventionnel. Aujourd'hui, si vous tradez des perps, des swaps perpétuels, vous les tradez probablement sur Hyperliquid, peut-être sur Lighter. Nous sommes investisseurs dans les deux et je pense que les deux sont excellents. Mais pour les RWA, si vous tradez, vous savez, du pétrole ou des actions individuelles. Vous tradez, vous savez, vous allez encore plus loin. L'univers des RWA est tellement vaste. Pensez à toutes les devises, tous les indices, toutes les obligations, toutes les actions, toutes les matières premières. En ce moment, sur Hyperliquid, il y a essentiellement une dizaine de noms qui sont liquides, et ces 10 premiers noms représentent à eux seuls environ 90% du volume de trading. Tout le reste chute complètement après ces 10-là. Mais je pense qu'on va arriver à un monde où, en gros, tout ce que toi et moi pouvons trader sur Schwab, Fidelity ou Robinhood sera aussi liquide sur la blockchain. Et je pense que ce monde-là, en fait, fera quelque chose de très similaire à ce qu'Amazon a fait, mais pour la finance au lieu du commerce en ligne. Ce que je veux dire, c'est que si tu penses à Amazon, moi je suis à New York en ce moment. Et si tu vis à New York, Amazon n'a pas vraiment changé ta vie. Je veux dire, Amazon est pratique, mais si tu vis à New York, tu peux descendre dans la rue et tu sais, dans un rayon de 5 pâtés de maison, tu peux acheter à peu près tout ce que tu veux. C'est le gars qui vit dans le Wyoming dont Amazon a complètement changé la vie, parce que maintenant le gars du Wyoming peut acheter tout ce que quelqu'un à Manhattan peut acheter. C'est ce formidable égalisateur d'accès au commerce et aux biens. De la même manière, si ce monde que je décris, où les actifs du monde réel deviennent complètement universels sur la blockchain, arrive tout à coup quelqu'un en Indonésie, en Argentine, en Malaisie, pourra acheter exactement les mêmes choses que toi et moi. Cela ne signifie pas seulement accéder au dollar via des stablecoins, ce qui est bien, mais il existe bien d'autres actifs financiers dans lesquels nous investissons. Donc ce monde-là, je pense qu'il est tout aussi perturbateur que celui qu'Amazon a créé, c'est-à-dire un grand nivellement économique. Cela signifie que tout à coup, on démocratise l'accès. Donc peu importe où tu vis. L'univers financier qui t'est accessible est le même que pour tout le monde. C'est ça, fondamentalement, que fait la crypto. C'est un facteur d'égalisation économique. C'est intéressant que tu parles des RWA et Hyperliquid, car juste avant ton arrivée, on évoquait leur nouveau record historique en open interest. Je pense à 2,6 milliards de dollars pour les RWA sur Hyperliquid. Ce qui est incroyable parce que si vous écoutez ça, les gars, il faut se rappeler qu'Hyperliquid n'a commencé qu'il y a 18 mois, quelque chose comme ça. C'est tout récent. Ils ont déjà 2,6 milliards en actifs du monde réel, c'est incroyable, mais tu pourrais penser que la bourse fait bien plus. Oui, mais ici, il s'agit d'un protocole DeFi on-chain atteignant ces chiffres impressionnants, mais c'est aussi fou de voir ça. Donc, tu es en train de me dire que les gens vont vouloir de plus en plus échanger des choses du monde réel comme des actions, des matières premières comme l'or et des obligations, au lieu du chien avec le chapeau. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Je l'ai dit. C'est fou, mec. Je sais, c'est dingue. Je pense que le marché potentiel pour ça est bien plus grand que celui de la crypto, mais cela ne signifie pas que le trading de crypto va disparaître. Mais ça veut dire que, regarde, en ce moment, toute la crypto, c'est environ 2600 milliards. C'est bien, mais c'est moins qu'une seule action. Nvidia vaut plus du double de tout le marché crypto réuni. Si tu considères les actifs financiers à tokeniser sur la blockchain, la crypto n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan financier.
Le marché boursier américain vaut plus de 100 000 milliards de dollars, sans compter le reste du monde, et cela concerne uniquement les actions. Ouais. C'est intéressant parce que je me souviens de Larry Fink qui en parlait. On en a parlé dans l'émission. Larry Fink disait qu'on allait tout tokeniser et je disais à l'époque, ça va être les gros acteurs, vous ne comprenez pas. Si Larry Fink le dit publiquement et affirme que la tokenisation arrive, qu'on va tout mettre sur la blockchain, alors vous pouvez être sûr que ça va vraiment arriver. Si vous êtes investisseur et que vous pensez que tout va arriver sur la blockchain, qu'on pourra tout échanger, vous vous demandez, doit-on miser, acheter ou garder la hype? Je veux dire, quels sont, tu sais, des paris asymétriques, je suppose, dans cette situation pour profiter au maximum de cette tendance que je vois seulement grandir? Ouais. Eh bien, écoute, il y a des noms évidents. En général, je ne suis pas là pour donner des conseils financiers. Je le fais, mais seulement pour des LP institutionnels. Bien sûr. Tu sais, techniquement, je ne peux pas donner de conseils financiers au public. Mais je dirais, écoute, la façon dont tu exprimerais ce pari, je pense que c'est assez évident, c'est qu'il y a un petit nombre de plateformes où la plupart de ces choses se négocient, mais la concurrence s'intensifie. Ce n'est jamais le cas autrement. Ce n'est jamais le cas que sur un marché aussi grand, il n'y ait qu'un seul acteur. Ça n'est pratiquement jamais arrivé, tu vois. Même si tu regardes, tu sais, regarde Binance. Binance est la plus grande plateforme d'échange au monde. Ils sont l'une des plus grandes fintech mondiales. Binance a de la concurrence et représente environ 40% du marché en régime stable. C'est extrêmement rare que dans un secteur aussi compétitif que les plateformes d'échange et, tu sais, les plateformes financières, il y ait un seul acteur qui l'emporte et que ce soit fini, que tout soit joué. Il y aura presque certainement des concurrents. Et c'est une bonne chose parce que s'il n'y avait pas de concurrents, cela voudrait dire que le marché ne vaudrait pas la peine d'être exploité. Oui, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent. Nous en avons eu d'autres qui sont arrivés plus tard également, et certains autres qui ont des parts de marché beaucoup plus petites. Mais je pense toujours un peu au smartphone quand je réfléchis à ça, quand j'essaie d'expliquer, par exemple, le pari sur les blockchains de couche 1 aux gens. Vous savez, l'iPhone, c'est l'iPhone, non? Ensuite, d'autres entreprises sont arrivées et désormais 4 ou 5 leaders captent 90% du marché mondial. Certaines entreprises font des choses et parfois quelqu'un a ce téléphone étrange. C'est quoi ce téléphone? Mais pour la plupart, vous verrez comme on l'a déjà vu avec la crypto, où vous savez, Ethereum et Solana captent la grande majorité des utilisateurs du côté des blockchains de couche 1. Un phénomène similaire apparaîtra chez les plateformes d'échange centralisées, où 4 ou 5 capteront 90% de la valeur. Donc, la question que vous devez vous poser en tant qu'investisseur, c'est: pensez-vous que quelqu'un comme Hype ou Lighter a ce qu'il faut pour faire partie de ces 5 premiers dans 5 ans? Ou est-ce que quelqu'un va arriver et, vous savez, leur prendre cette part de marché? Parce qu'il y a probablement des protocoles qui n'ont pas encore été lancés. Ils vont prendre une part de marché significative. C'est exact. Et vous savez, sur les marchés crypto, il y a souvent un avantage au second entrant plutôt qu'au premier. Cela dit, Hyperliquid n'était pas un premier entrant. Le premier entrant était DYDX, premier perpdex on-chain. Hyperliquid a appris de ses erreurs pour créer une plateforme fonctionnelle. La plupart des succès en crypto n'étaient pas des premiers arrivants. Par exemple, Coinbase n'était ni le premier portefeuille, ni la première plateforme d'échange. Solana n'a pas été le premier ETH killer, la liste est longue. Binance non plus n'était pas la première plateforme d'échange, ni Hyperliquid le premier perpdex, ni Uniswap le premier AMM. Cela arrive souvent. Vous voyez clairement que les gens apprennent des erreurs des précédents. Hyperliquid est un excellent protocole, avec une équipe qui connaît beaucoup de succès. Vous voyez que beaucoup de leurs produits n'ont pas vraiment décollé. Par exemple, HyperVM fonctionne, mais peine encore à trouver sa place. USDH, le stablecoin natif, n'a pas vraiment réussi. Ils ont juste fini par conclure cet accord avec Coinbase qui, en gros, a effectivement mis fin à USDH et a simplement consacré l'USDC. Donc je pense que les gens oublient souvent que le fait d'être un acteur déjà en place ne veut pas automatiquement dire que vous allez gagner un marché. Par exemple, Facebook ou Meta, une énorme entreprise très très prospère. Ils lancent tout le temps de nouveaux produits qui ne mènent à rien. Vous savez, très connus, ils avaient leurs produits liés au métavers et tout ce genre de choses. Ouais, leur IA est plutôt nulle. Mais même ça, je pense que les gens l'oublient. Facebook a un produit de paiement qui s'appelle Facebook Pay. Je ne sais pas si quelqu'un est au courant de ça, mais si vous allez sur Messenger, techniquement vous pouvez payer des gens. Il y a un petit bouton en forme de dollar. J'ai un ami qui m'a déjà payé avec Facebook Pay. Ça existe. Ce n'est pas très bon, mais ce n'est pas parce que vous êtes Meta et que vous avez des milliards d'utilisateurs que vos produits vont forcément gagner. Donc ce n'est pas différent, peu importe à n'importe quel niveau, que vous soyez Coinbase ou Hyperliquid. Les marchés sont difficiles, les nouveaux produits sont difficiles. Et ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de concurrence à tous les niveaux pour tous ces acteurs, parce que les marchés sont tellement grands. Ils vont attirer de très bons concurrents. Oui, absolument. Tu sais, cette conversation m'a rappelé EtherDelta. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé à l'époque. Tu te souviens des jours terribles d'EtherDelta? Mon Dieu. Échange ta Spankchain. Ah, c'était une bonne époque, vraiment. Une autre époque, les gars. Mais au fond, c'était un peu pareil, non?
On échangeait du Spank Chain sur Ether Delta. Bref, c'est tout un autre sujet de nostalgie. Vous menez une opération très professionnelle avec une équipe de recherche incroyable, vous vous positionnez sur des narratifs et obtenez un succès remarquable. Et donc, pour la personne moyenne, quand vous regardez ces nouveaux narratifs crypto qui apparaissent, et pour être honnête, certaines de ces choses ne sont que les mêmes vieux narratifs qui reviennent sans cesse. Social, social fee, NF Layer 2, Layer 3, tout ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc, RWA est un excellent exemple. C'est évidemment un narratif gagnant. Alors, quels signaux regardez-vous? Qu'est-ce qui vous aide à distinguer quelque chose qui ne sera qu'une simple spéculation temporaire, comme mettre un chapeau sur un chien, de développement durable dans l'industrie des crypto-monnaies qui vont vraiment nous faire avancer et qui auront la capacité de rester là pendant 5, 10, voire 20 ans? Donc en général, ce que nous recherchons, c'est un peu comme on le reconnaît quand on le voit, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain jugement. D'accord, vous voyez cette tendance, vous voyez que les gens sont enthousiastes à ce sujet. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Une vraie valeur est-elle créée pour les utilisateurs finaux? Pour un même coin, une tendance virale ou une application sociale sur laquelle les gens farment, il est plus difficile de distinguer les données de la question essentielle. Cela crée-t-il de la valeur? Mais c'est le rôle du VC. Et on ne peut pas vraiment faire ça simplement en regardant des graphiques. Les graphiques sont informatifs. C'est très important de pouvoir voir les données, mais il faut aussi comprendre concrètement comment les gens l'utilisent réellement, comment ils utilisent ça. Par exemple, pouvez-vous vraiment vous mettre à leur place et comprendre ce que ça fait de l'intérieur, d'utiliser Trade XYZ, d'utiliser une fintech, d'utiliser n'importe laquelle de ces applications et vraiment saisir s'il y a une vraie valeur qui est créée ici? Est-ce juste une question de le chiffre monte? Si ça s'arrête, le jeu n'est plus amusant. Donc la seule chose que vous pouvez garantir à propos de chaque chiffre, c'est qu'il finira par arrêter de monter. Et quand il arrête de monter, c'est là, en fin de compte, que vous répondez à la question. Est-ce qu'il y a une vraie valeur qui est créée ici? Ou est-ce que c'est fondamentalement, vous savez, un jeu financier au final? Ouais. La crypto a connu beaucoup d'événements durant notre parcours. J'adore l'expérimentation façon Far West que la crypto a permis jusqu'à présent pour lancer toutes ces idées folles. Vous savez, faire du farming sur YAM en 2020 ou toutes les autres choses dingues qui se sont passées. Les NFT et toutes ces folies. Et on va toujours beaucoup trop loin. On se dit, voici une nouvelle idée géniale. Allons complètement à l'extrême et commençons à vendre des images de singes pour $1 million. On s'emballe un peu trop parfois dans le monde de la crypto, mais la technologie des NFT est vraiment intéressante. La spéculation est devenue folle autour de ça, mais cette technologie existe toujours et reste pertinente. Il est donc intéressant d'observer ces cycles. Et vous savez, les cas d'utilisation révolutionnaire de la crypto semblent vraiment s'être réduits à ce stade. On a essayé toutes sortes de choses différentes. Beaucoup de choses n'ont pas fonctionné. Vous savez, les stablecoins sont excellents. Et la spéculation on-chain, que ce soit les RWA ou je continue de critiquer Dog with Hat ici. Mais vous savez, ça fait partie du jeu, non? Les gens adorent spéculer sur des choses, même si ce n'est que de la spéculation à court terme. Ça fait partie de la nature sauvage et libre de ces marchés. Donc, oui, écoutez, vous avez traversé plusieurs cycles à ce stade. Nous sommes de nouveau en marché baissier pour le Bitcoin. Combien de temps cela durera-t-il et quelles douleurs subirons-nous dans ce contexte? Nous le verrons. Mais pour les personnes qui nous écoutent, quand vous parlez, vous savez, aux fondateurs ou à ces investisseurs institutionnels, quel est, en quelque sorte, votre message pour eux dans ces situations de marché baissier? Quelle discussion avez-vous avec eux sur la situation actuelle du marché et, après plusieurs cycles, quels enseignements ou analyses partagez-vous? Donc quand je parle aux fondateurs, la première chose que j'essaye de comprendre, c'est le retour sur investissement. Quand on est en marché haussier, on peut un peu se lâcher un peu. On peut dépenser de l'argent en supposant que l'argent va continuer à arriver et qu'on peut plus ou moins, je ne veux pas dire être gaspilleur, mais disons être agressif dans la façon dont on utilise son capital. En marché baissier, chaque dollar compte car on ne peut pas compter sur de nouveaux fonds ni sur la revente de son jeton pour se recapitaliser. En marché baissier, il faut être impitoyable sur le retour sur investissement et la valeur obtenue pour chaque dollar dépensé. L'autre aspect, c'est que dans un marché baissier, on ne peut vraiment pas se permettre de se mentir à soi-même. Donc si vous vous bercez d'illusions concernant votre traction, votre communauté, l'utilité de votre produit ou votre jeton, toutes ces choses finiront par vous rattraper. Dans un marché haussier, on se berce beaucoup d'illusions, et le marché le tolère en pratique. Assib, je sais que votre temps est précieux ici, mais je voulais évoquer un point car vous avez écrit un excellent article en février que j'avais partagé avec la chaîne à l'époque après l'avoir lu, et c'était que la crypto n'est pas faite pour les humains. Et c'est vraiment intéressant. Donc, vous souteniez que la crypto pourrait en fait être mieux adaptée aux agents d'IA qu'aux humains. Quel était le raisonnement derrière cela? Donc ça a toujours été un peu mystérieux pour moi que la crypto soit encore en 2026 si difficile à utiliser. Et quand je dis que c'est si difficile à utiliser, je ne veux pas dire que c'est difficile à utiliser pour, vous savez, les grands-mères. D'accord? Beaucoup de choses sont difficiles à utiliser pour les grands-mères. Vous savez, même mon ordinateur portable est probablement difficile à utiliser pour ma grand-mère, mais la crypto est encore difficile à utiliser pour moi.
Je fais partie des personnes les plus sophistiquées dans la crypto, non? Comparé à ceux qui font juste en tant que particulier, je suis clairement dans le top 1%. Je dirige un fonds crypto. Et pourtant, lors du financement d'une start-up, je n'utilise pas de smart contract pour l'accord d'investissement, mais un contrat légal, tout comme la start-up crypto souhaite aussi un contrat légal. Nous sommes une entreprise financée par la crypto et nous voulons quand même un contrat légal. Maintenant, pourquoi? Pourquoi voulons-nous ce contrat légal? La réponse, c'est que s'il y a un bug dans le smart contract, je ne sais pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Et nous savons, même si nous avons tous les deux des ingénieurs logiciels qui peuvent lire du Solidity, nous ne savons pas ce qui va se passer. S'il y a un bug dans le contrat légal, nous savons qu'un juge va l'examiner et qu'il fera quelque chose de raisonnable, n'est-ce pas? Ils ne donneront sans doute pas tout notre argent à la Corée du Nord à cause d'un bug dans le contrat légal. Mais si le smart contract a un bug, tout peut arriver. Donc maintenant, si vous y réfléchissez, je suis encore nerveux quand j'envoie une grosse somme d'argent sur la blockchain. Ça me rend toujours nerveux. Et la raison pour laquelle je suis nerveux, c'est parce que je connais des gens qui se sont fait complètement ruiner à cause d'un hack, d'un bug, d'une vulnérabilité sur le front-end, d'une attaque par empoisonnement DNS, d'une attaque par empoisonnement d'adresse. Il y a tellement de façons différentes de se faire avoir en interagissant avec la crypto. Et vous voyez, pensez à toutes les manières dont c'est contre-intuitif. Par exemple, pour transférer quelque chose, il faut payer des frais de gaz. Et ces frais se paient dans un autre actif. Et vous ne l'avez peut-être pas dans ce portefeuille. Et ainsi de suite. Je fais encore cette erreur, vous savez. C'est comme, j'ai fait un bridge sur ce truc, mais j'ai oublié de transférer de l'ETH. Donc voilà, je suis bloqué. Et puis, pensez aussi à ça. Il y a genre 15 chiffres après la virgule et il faut signer ce hash cryptographique, et ainsi de suite. Tout ça, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Ce n'est pas l'interface à laquelle les humains s'attendent généralement pour de l'argent. Et si vous utilisez votre banque est conçue pour les humains, n'est-ce pas? Je veux dire, Swift n'est pas conçu pour ça. Si vous allez lire un message Swift, si vous lisez simplement le format brut du message sous-jacent, c'est aussi totalement incompréhensible. Ce n'est pas du tout ce que l'on ressent quand on utilise sa banque. Votre banque offre une expérience humaine et intuitive pour gérer l'argent, comme on s'y attend. Elle a été pensée pour les humains. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai confiance que ma banque n'enverra jamais accidentellement de l'argent en Corée du Nord, ou ne fera pas, vous savez, toutes sortes de choses folles, ou ne me permettra pas de me tirer une balle dans le pied? Mais je suis absolument inquiet que la crypto le fasse. La réponse, c'est qu'il existe une intelligence entre moi et mon argent à la banque, incarnée par les processus, logiciels, employés et la gestion des risques. C'est une couche d'intelligence entre moi et mon argent. Si vous avez une couche d'intelligence entre vous et votre crypto, alors tout à coup, toutes les bêtises que vous et moi finissons par faire, comme j'ai oublié d'envoyer mais vous savez, je n'ai pas envoyé d'ETH là-bas, sont évitées. J'ai fait une erreur de saisie, subi une attaque d'empoisonnement d'adresse, donné une autorisation par erreur ou pas lu le smart contract. J'ai seulement vu que la clé d'administration avait été remplacée. Toutes ces actions que nous faisons ou pourrions faire, un agent IA ne les fera pas, car il lit toujours le code instantanément et vérifie constamment l'explorateur de blocs. Ils ne manqueront jamais de vérifier Twitter pour voir si quelque chose a été compromis. Ils ne manqueront jamais de regarder sur la blockchain. Ils ne manqueront jamais de vérifier le DNS. Ils ne manqueront jamais. Ces choses-là, vous savez, 15 décimales, ne posent aucun problème à un agent IA. Pourquoi pas 15 décimales? C'est très bien, c'est juste un nombre sur 64 bits, c'est facile. Toutes ces choses qui sont contre-intuitives pour les humains sont absolument normales pour une IA. Et c'est là que j'ai compris que les cypherpunks d'origine, ces personnes pour qui, vous savez, la beauté des smart contracts, c'est que si vous pouvez lire le code, vous pouvez vérifier qu'il est correct et vous n'avez besoin de faire confiance à personne. Eh bien, vous savez, j'étais ingénieur logiciel. Je ne me sens toujours pas totalement à l'aise de lire le code et de dire « oui, je pense qu'il est totalement correct ». Mais si mon agent IA lit le code, le lit 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, et que mon agent IA a une intelligence de niveau mythos, alors là, en fait, je me sens totalement rassuré. Et donc, je pense que là où nous allons, c'est que, vous savez, les cypherpunks originaux, qui croyaient que tout cela passerait entièrement par des gens capables de lire le code, eh bien, ils étaient un peu, vous voyez, c'était à tout des programmeurs autistes. Ni vous ni moi ne sommes forcément des programmeurs autistes. La plupart des gens qui utilisent la blockchain ne le sont pas, mais votre agent IA, lui, l'est. Tout ce qu'il prédisait, que tous feraient sans, c'est finalement votre agent IA qui le fera. Votre agent IA ressemble plus au cypherpunk d'Ethereum que nous. Et avec cela comme intermédiaire, en fait, je pense que c'est ce qui rend votre crypto aussi fiable et sûr que votre banque. Et ça va complètement changer notre expérience de la crypto. C'est ma thèse. J'adore ça. J'adore ça. C'est ça le futur, en fait. Et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire parce que utiliser la crypto, c'est un cauchemar pour les gens. Comme tu l'as dit, même les OG peuvent se dire « Je n'ai pas vérifié Twitter avant de me connecter à ce site que j'utilise tous les jours depuis 1 an. Et maintenant, il s'est fait pirater et mon argent a disparu. » Je suis très enthousiaste de voir comment l'IA va améliorer la crypto. Nous avons constaté un fort intérêt du marché pour les crypto-monnaies, jetons et protocoles liés à l'IA et observons des choses plus concrètes commencer à se construire sur la blockchain. Comme d'habitude, il y a beaucoup de battage médiatique, beaucoup
beaucoup de spéculation, beaucoup de bêtises, mais petit à petit, nous commençons à voir des choses plus honnêtes arriver sur le marché. Y a-t-il quelque chose que vous avez observé chez Dragonfly qui croise de manière significative le monde de la crypto et celui de l'IA? Je passe beaucoup de temps à cette intersection. Tout le monde a vu l'effervescence autour de Venice. Ce produit croît rapidement, donc nous avons une exposition à VVV. Ils réussissent très bien et ça décolle. Vous pouvez aussi voir, bon, ils ne sont plus vraiment dans la crypto, mais News Research, qui est un collectif crypto-IA, a récemment lancé cette plateforme appelée Hermes Agent, qui est un concurrent d'OpenClaw. Ils ont largement dépassé OpenClaw, c'est comme 3 contre 1 en jetons qui passent par OpenRaider. Donc c'est un taux de croissance fou et un vrai retour en force du côté des agents. Et je pense que les agents IA et la crypto vont beaucoup se recouper en termes de domaine d'application. Donc il se passe beaucoup de choses. Il se passe tellement de choses auxquelles nous essayons de prêter une attention particulière, mais tout va vraiment très vite. Il est difficile de vraiment rester au courant de tout ce qui se passe parce que, bien sûr, l'IA elle-même évolue et change complètement tous les quelques mois. Oui, il est impossible de suivre. Nous sommes au début de la courbe exponentielle et chaque jour on se dit « tout a encore changé dans le monde ». Fantastique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, écoute, c'est une bonne sensation. C'est une bonne sensation parce qu'il est plus intéressant de vivre dans un monde qui change que dans un monde qui ne change pas. Oui, nous avons vu plus de changements au cours des 5 dernières années que les gens n'en ont vu au cours des quelques millions d'années précédentes. Donc, c'est une période incroyable pour être en vie. Seb, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Ça a été une conversation vraiment passionnante, vraiment intéressante, riche en enseignements. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était sympa. Merci, c'était génial. Quelle conversation intéressante. Wow, vraiment absolument incroyable, absolument incroyable. Merci beaucoup d'être venu, j'adore ça. J'aime inviter des personnes qui apportent de la valeur et des idées. J'espère que cette conversation vous a été utile car elle était géniale.